Bonjour chers internautes et bienvenue. Aujourd'hui nous allons vous parler du VIH-Sida. Avant tout, on a le réel plaisir de recevoir notre médecin qui va se présenter. Je suis docteur Gabi Maquin. Merci docteur Gabi Maquin. Aujourd'hui nous avons le plaisir de partager avec vous le sujet du VIH-Sida. Sur ce, nous parlerons comme plan, on a la définition, l'étiologie, la physiopathe, clinique, paraclinique, les traitements, complications et conclusions, et puis counseling. Cher docteur, en commençant, vous pouvez nous dire c'est quoi le VIH-Sida? Merci beaucoup. Par la définition, le VIH-Sida c'est une maladie infectieuse, cosmopolite, émergente et transmissible qui est due par des virus à VIH. Ok. Et pour mieux comprendre, il faut faire la distinction entre le terme VIH et le sida. Ok. Alors, le VIH, pour comprendre, le VIH, ce n'est qu'un virus de l'immunodéficience humaine. Okay. Alors que le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire c'est les stades plus avancés du VIH. C'est ça la différence. Et quand on dit VIH-Sida, ce n'est rien d'autre que les virus qui entraînent la maladie. D'accord, merci. Alors, peut-on nous dire quelle est la cause du VIH-Sida? Alors, pour ce qui est de l'étiologie, le VIH-Sida est causé par les virus qu'on appelle VIH, donc les virus de l'immunodéficience humaine. Et ces virus-là font partie d'une famille qu'on appelle la famille des rétroviridae et dans la sous-famille principalement des lentivirus. Et c'est ces virus-là, une fois dans l'organisme d'un être, c'est ça ce qui entraîne cette maladie qu'on appelle VIH-Sida. Oh, d'accord. Et alors, en ce qui concerne l'épidémiologie, quelle est l'épidémiologie du VIH-Sida dans le monde et en Afrique? Alors, par rapport à l'épidémiologie, ce qu'il faut connaître, c'est que la maladie a été exclue pour la première fois à Los Angeles en 1981. Okay. Et chez des personnes, principalement les homosexuels, chez qui on avait retrouvé plus des pathologies pulmonaires, en l'occurrence la cryptosporidiose, sur tout ça. Alors, chez ces personnes-là, lorsqu'on a retrouvé qu'il y avait une fréquence très élevée de cette maladie pulmonaire, alors les chercheurs ont pu chercher pour trouver qu'est-ce qui était à la base. Alors pour certains, ils pensaient que c'était une maladie qui est due par l'industrie, c'est-à-dire l'usage de certains produits, et c'est après qu'ils ont isolé les virus en 1981. Alors par rapport à son incidence dans le monde, à ce jour, on comptabilise plus de 38 millions des personnes qui sont atteintes du VIH. Et pour ce qui nous concerne ici en RDC, en Afrique, déjà la prévalence est de plus de 10%. Et en RDC principalement, par rapport à la prévalence, on est à 520 000 personnes qui sont atteintes du VIH. Okay. Et de ces faits-là, il y a au moins 1,6% où on retrouve plus les virus chez les femmes et 0,6% chez les hommes. Donc les femmes sont plus exposées à cela que les hommes. C'est un peu ça, un bref sur l'épidémiologie de la maladie. Ok, et alors selon le mode de transmission, comment le VIH-Sida se transmet-il? Alors, par rapport au mode de transmission, on vous dira beaucoup de choses à ces faits, mais ce qu'il faut retenir que la maladie ne se transmet que par la voie sanguine. Okay. Donc, la seule et l'unique voie, c'est la voie sanguine. Maintenant, quels sont maintenant les facteurs ou soit les moyens qui peuvent favoriser ces transferts-là à travers la voie sanguine? Alors là, on peut parler principalement de la voie sexuelle, donc une infection qui peut être transmise de manière sexuelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a contact du sang entre les deux partenaires pendant un rapport, c'est alors que le virus peut être inoculé chez une personne et être infecté. Alors, à part la voie sexuelle, on a également d'autres voies, en l'occurrence, chez des personnes qui sont des drogueurs, parce que chez eux, ils utilisent les aiguilles. Okay. Alors, et l'usage abusif de ces aiguilles, c'est-à-dire une personne qui est infectée, qui utilise ces drogues-là et qui va prendre la même seringue, donner à une autre personne, et tu vois qu'il y a
contact des sangs de ces personnes-là. Et puis à part ça, les objets tranchants, non seulement les aigus, mais également des gilettes, des coupes-ongles et d'autres substances. Donc, aussi par la voie materno-fétale, c'est-à-dire que pendant l'accouchement, lorsque l'enfant est en train de descendre dans la filière génitale, si cet accouchement-là connaît par exemple des situations de traumatisme et que l'enfant est traumatisé dans la filière génitale et qu'il y a des petites lésions chez une mère PVV, donc c'est-à-dire personne vivant avec les VIH, l'enfant peut également se contaminer. Certes, à la cité, on parle plus de contamination par la salive et d'autres matériels biologiques, mais en réalité, c'est vrai que le virus peut s'y retrouver, c'est-à-dire dans la salive et partout, mais la contamination peut être expressive que dans la voie sanguine. Bon, déjà en parlant des objets tranchants, bon, j'ai entendu dire que les gens disent que les virus ne prennent pas, les virus du VIH/SIDA ne prennent pas en l'air. Donc du genre, une fois qu'elle est transmise sur l'objet, une fois que il y a de l'air qui passe, le virus meurt. Maintenant, comment expliquer ce que ça soit encore transmissible vers les objets tranchants? Très belle question. La cité, certes, ça dit des choses, mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que l'influence de l'air, l'influence de la température, l'influence de peut-être la saison n'a pas un effet nocif chez les virus, proprement dit. Quand on parle du temps, on fait référence, quand on parle du temps, on fait référence à plusieurs facteurs. C'est-à-dire que chez une personne, par exemple, pour utiliser un objet tranchant et être directement transmis chez une autre personne suite à l'usage de ces mêmes effets-là, les vents, ça n'a rien à voir. Les temps, c'est peut-être par rapport, c'est un germe, un virus, c'est-à-dire pour son survie, le virus a besoin de beaucoup de choses pour survivre. Déjà, lorsqu'il est extrait, soit lorsqu'il est en expansion dans une structure quelconque, où déjà les matériels qui peuvent faciliter déjà son survie posent problème, c'est alors que le virus peut déjà mourir. Ah d'accord, ok. Et peux-tu nous expliquer comment évolue l'infection dans l'organisme? Donc vous voulez parler de la physiopathologie? Exactement. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les virus à VIH, les virus VIH, d'ailleurs, c'est un virus qui contient des glycoprotéines au cours sur la surface, d'accord, de sa membrane, principalement les glycoprotéines 120. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'est pas susceptible à faire le VIH. Parce que pour que les virus entrent dans l'organisme d'une personne et puissent entraîner vraiment la maladie, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. En l'occurrence, le virus n'a l'affinité dans l'organisme que sur un type de récepteur qu'on appelle les récepteurs CD4. Et les récepteurs CD4, on les retrouve que sur certaines cellules de l'immunité qui sont comme présentatrices d'antigènes. Je m'explique. Par exemple, les macrophages, par exemple les cellules dendritiques, par exemple les lymphocytes T, en l'occurrence CD4. Lorsque la cellule contient au niveau de sa surface les récepteurs CD4, alors que le virus a une forte affinité au niveau de ces virus-là, il y a pas mal de choses. Après le contact des sangs, le virus va se projeter pour aller se fixer à travers son glycoprotéine 120, son glycoprotéine qui va se fixer au niveau du récepteur CD4. Mais également, il y a également des co-récepteurs, en l'occurrence les récepteurs CCR5 et le récepteur CXCR4. Maintenant, ces récepteurs-là, une fois que le virus se fixe à ces niveaux-là, il y aura l'ouverture de la membrane de la cellule concernée. Si c'est le lymphocyte TCD4, il y aura l'ouverture. Et le virus va transmettre ses protéines et ses matériels génétiques à l'intérieur de la cellule de l'hôte. Et une fois ces matériels génétiques et ces protéines, en l'occurrence, on a la transcriptase inverse, on a l'intégrase et on a la protéase. Ce sont les matériels génétiques et les protéines que le virus va inoculer
au niveau de la cellule de l'hôte. Une fois que ces trois substances-là se retrouvent à l'intérieur de la cellule de l'hôte, qu'est-ce qui va se passer? La transcriptase inverse va transformer l'ADN du virus pour devenir l'ARN. Ok. Mais non, l'intégrase va prendre l'ARN qui est formé à partir de l'ADN virus et va l'intégrer au niveau de l'ADN de la cellule de l'hôte. Et après cela, la protéase va rassembler tous les matériels génétiques pour former cette fois-ci un virus qui sera jeune et qui sera largué dans la circulation pour aller attaquer également chaque cellule qui contient le CD4. Donc c'est par ces processus-là qu'il y a l'évolution de la maladie. Or, il faut savoir que les cellules dont on fait allusion ici, les CD4 et les cellules dendritiques et tout, ce sont des cellules qui sont responsables dans l'immunité spécifique. Donc, lorsque déjà les cellules sont transformées, ne serait-ce que par leur matériel génétique, par les virus là, vous allez comprendre avec moi que les cellules n'auront plus la capacité de pouvoir reconnaître l'agent agresseur et c'est alors que la maladie va commencer. Ah, ok, merci. Et en ce qui concerne la clinique, quels sont les signes du VIH-Sida? Alors, pour ce qui concerne la clinique, ce qu'il faut retenir, c'est que la maladie évolue dans 4 phases. Ok. La première phase est caractérisée par un syndrome grippal, mais également les adénopathies. Chez certaines personnes, ça peut même être asymptomatique. Okay. Donc la personne a déjà le virus, donc la maladie commence déjà à s'installer, mais pour un premier temps, il n'y a pas de signes, sauf les adénopathies qu'on peut objectiver, ou encore un syndrome grippal. Maintenant, ça c'est le premier stade. Le deuxième stade est caractérisé par une perte pondérale d'au moins 10%. C'est-à-dire que la personne va perdre du poids déjà, au plus 10%. Mais à part ça, il y aura une infection récurrente du tractus respiratoire. C'est-à-dire les laryngites, quelqu'un peut avoir des amygdalites, qui peuvent avoir beaucoup de infections qui intéressent les tractus respiratoires. Ça, c'est le deuxième élément. Mais à part ça, on peut avoir également des lésions cutanées. C'est-à-dire, on peut objectiver chez cette personne qui est déjà dans le deuxième stade, quelques lésions cutanées. Donc, on peut avoir les macules, on peut avoir même les zonas aussi. Ça peut surgir par rapport à ça. Et le troisième stade est caractérisé par une perte pondérale, cette fois-ci à plus ou moins 20%. L'installation d'une fièvre chronique, l'installation de la diarrhée chronique, mais également de certaines atteintes pulmonaires. En l'occurrence, une pneumonie, certaines pneumopathies, c'est-à-dire des maladies qui touchent le système respiratoire, donc vraiment les poumons. Ça, c'est ce qui caractérise le troisième stade. Et le quatrième stade, ou les stades qu'on appelle vraiment les sida, parce que quand on parle de sida, c'est le quatrième stade. Et cela est caractérisé par les signes de l'atteinte, je peux dire systémique, parce qu'à ce niveau-là, le problème, c'est que ce sont les maladies opportunistes qui vont maintenant prendre les dessus. On parle de maladies opportunistes, c'est une maladie qui colonise l'organisme humain lorsque chez cette personne-là, son immunité est défectueuse. Déjà, lorsqu'on a expliqué, on a dit que la cellule, le virus va attaquer l'immunité. En attaquant l'immunité, la personne sera immunodéprimée. Et suite à cette immunodépression, au quatrième stade, d'autres maladies vont surgir, en l'occurrence la cryptococose, et puis d'autres atteintes également. Ça peut même être systémique. Donc, on aura plus de signes par rapport aux pathologies qu'on appelle les maladies opportunistes. Ça, c'est le quatrième stade. D'accord. Et en ce qui concerne la paraclinique, quel est l'examen de confirmation du VIH? Alors, on fait la sérologie, c'est l'examen de confirmation. Ça, c'est pour détecter qu'il y a vraiment des virus dans l'organisme. Mais à part ça, ne serait-ce que par les signes cliniques que votre patient va commencer à présenter, vous allez demander des examens compte tenu de cette clinique-là. Donc, ce seront, en fait, tous les examens ne pourront être demandés pour les bilans d'orientation. Donc, ça peut vous orienter à diagnostiquer certaines maladies opportunistes, comme on a parlé ici, déjà la tuberculose et autres, déjà avec les quatrièmes stades. Mais avant ça, juste avec la sérologie,
ça vous donne déjà les résultats qu'il y a des virus dans l'organisme. Bon, docteur, dites-nous, c'est quoi la séroconversion? Très belle question. La séroconversion correspond justement, comme le mot l'indique, la séroconversion. C'est-à-dire, avant d'être attaqué par les VIH, on est d'abord séronégatif. Mais lorsque les VIH entrent dans l'organisme et que ça produit déjà les effets dont j'ai eu à faire allusion ici tout à l'heure, on passe d'un état sérologique négatif à un état sérologique positif. Maintenant, c'est ça la séroconversion. Mais à quoi cela ressemble? C'est-à-dire quoi? Lorsque les virus entrent dans l'organisme, attaquent les cellules CD4, transforment les matériels et les protéines, les matériels génétiques, et que l'information qui circule au niveau de la cellule change, et qu'il y ait déjà à ce niveau-là la production des mauvaises cellules, la production des cellules liées au VIH, c'est-à-dire pendant ce moment-là, lorsque l'organisme en réalité n'est pas directement délétère, c'est-à-dire l'organisme va d'abord réagir. Il y aura la production au niveau de l'organisme des anticorps qui seront anti-VIH. C'est-à-dire des anticorps qui vont commencer à détecter les virus et pouvoir attaquer déjà les virus. Maintenant, pendant ces moments-là, en fait, ces mécanismes-là, entre la pénétration du VIH, la modification du matériel génétique et la production des anticorps anti-VIH par l'organisme, c'est cette période-là qu'on appelle la séroconversion. Et en ce qui concerne les traitements, quel est le traitement qui va vraiment faire en sorte que le patient n'ait plus le VIH-Sida, ou soit il n'y a pas de traitement? Bon, pour ça, certes, il y a un traitement, sauf que le traitement est à vie, c'est ce qu'il faut reconnaître. Il n'y a pas un traitement à ce jour qu'on va te donner pour que la maladie disparaisse. Non, le traitement est à vie et on donne les ARV. Les ARV ne veut rien dire que les antirétroviraux. Quand on dit antirétroviraux, on fait référence à la famille du virus dont on a fait allusion. Au départ, j'ai dit que les virus faisaient partie d'une famille qu'on appelle les rétroviridés. Cette famille de rétroviridés. Maintenant, quand on dit les antirétrovirus, c'est-à-dire ce sont les médicaments qui attaquent justement les virus de cette famille-là. Et parmi ces virus, parmi ces médicaments, ce qu'il faut peut-être épingler, c'est qu'on a associé plusieurs molécules, mais dans ces molécules-là, ça contient des médicaments spécifiques qui ont un rôle également très spécifique dans l'organisme. Ici, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on lutte contre la surinfection de la maladie, on lutte contre la propagation de la maladie, on lutte contre le virus pour se multiplier. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on va donner les médicaments, les ARV, certains médicaments vont bloquer justement l'intégrase, c'est-à-dire les virus qui faisaient en sorte que l'ARN qui est produit par l'ADN du virus soit intégré au niveau de l'ADN de l'hôte. C'est-à-dire lorsqu'on va donner l'intégrase, ça va inhiber cet effet-là. Lorsqu'on donne la transcriptase inverse, ça va inhiber la transcription de l'ADN du virus pour le faire devenir ARN. Ça va inhiber. Et lorsqu'on donne les médicaments pour contraindre justement les effets des protéases, c'est pour éviter à ce que la protéase puisse fabriquer les matériels génétiques, les rassembler pour produire de nouvelles cellules virales. Donc, c'est ça en fait l'ensemble des médicaments qu'on donne, qu'on appelle les ARV. D'accord. Bon, j'ai compris, moi j'ai compris, mais comment expliquer à nos internautes, parce que c'est pas tout le monde qui sont dans la médecine pour comprendre au moins. Alors, c'est que nous allons surtout insister, les messages qu'on peut passer à ceux qui ne sont pas du domaine, c'est que les virus à VIH, soit les VIH-Sida, c'est une maladie contagieuse, certes, mais la contamination ne se fait que par la voie sanguine. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas contact du sang, on ne peut pas être contaminé du virus. Donc, pour ceux qui ont la maladie, ou pour ceux qui sont aux alentours de ceux qui ont la maladie, l'effet de se saluer, l'effet de manger ensemble, ne va pas en fait, entraver la situation, ou ça ne va pas faciliter à ce que le virus puisse vous attaquer.
Donc, une personne qui a le VIH, c'est un être intègre, ce n'est pas une personne à part entière qu'il faut exclure de la société parce qu'il y a la maladie. Donc, ça, c'est les 1. Et puis, deuxièmement, certaines personnes qui pensent qu'ils mangent avec quelqu'un qui a le VIH, on sera contaminé. Ce n'est pas le choléra, ce n'est pas la Covid. Donc, la maladie ne se transmet que par la voie sanguine. Et il y a bel et bien des médicaments. Comme on a dit ici, les ARV, ce sont des médicaments qu'on va prendre pour toute la vie. Mais en prenant cela, ça va diminuer la charge virale, ça va prévenir des complications et puis ça va lutter également contre les maladies opportunistes. Parce qu'il faut savoir qu'on ne meurt pas du sida, mais on meurt des maladies opportunistes. Donc lorsqu'on traite déjà les maladies opportunistes ou lorsqu'on prévient les maladies opportunistes en prenant correctement les ARV, on peut allonger encore la durée de vie. Donc un peu ça comme un bref de ce qu'on peut dire pour ce qui concerne les VIH. D'accord. Alors, tu peux nous parler des complications du VIH? Alors, les complications sont énormes, de la tête aux pieds, ça il faut savoir. Mais les complications ne peuvent découler que de la pathologie sous-jacente. C'est-à-dire que, en cas de VIH, comme on a dit, on a des maladies qui viennent se surajouter chez une personne qui est déjà immunodéprimée. Et ce sont ces maladies-là qui vont donner les complications chez la personne qui est exposée. Entre autres, on peut avoir de la tête aux pieds, nous pouvons avoir une encéphalopathie à VIH, c'est-à-dire on a une atteinte du cerveau par les virus directement. Avec les systèmes cardiovasculaires, nous pouvons avoir une insuffisance cardiaque, ne serait-ce que par cet effet du virus. Nous pouvons avoir une insuffisance rénale, juste par rapport à l'effet du virus, parce que les virus va attaquer les cellules podocytaires et à ces niveaux-là, on aura des scléroses, c'est-à-dire des cellules podocytaires, ce qui va entraver la fonction rénale et avoir une insuffisance rénale. Mais à part ça, on peut avoir des complications partout, les complications pulmonaires et autres. Ce n'est pas une maladie à désespérer. Ce n'est pas que lorsqu'on a le VIH, on ne peut plus avoir des enfants. Lorsqu'on a le VIH, c'est-à-dire la vie est finie. Non, pas du tout. Il y a des méthodes et il y a des précautions qui sont prises chez des personnes qui ont le VIH, qui sont sous médicaments, d'avoir les enfants, donc de vivre leur vie normalement. Et surtout, je lance également un appel pour tout celui qui voudra se faire dépister, parce que tôt vous dépistez la maladie, tôt vous êtes à côté des dangers. Plus tard vous détectez la maladie, c'est tôt vous avez des problèmes. Donc j'invite à tout le monde de pouvoir connaître déjà l'état sérologique, donc en faisant les examens des sérologies à VIH. Et une fois, si il s'avère que c'est positif, les traitements sont là, c'est gratuit, et on va prendre en charge ces personnes-là. Ah, d'accord, merci beaucoup, docteur. On a été éclairci sur ce sujet qui est un problème de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur lorsqu'ils entendent qu'il y a le VIH/SIDA, ils ont peur même d'aller se faire dépister. Maintenant, quels conseils donner aux gens qui ne sont pas atteints du VIH et à ceux qui sont atteints au VIH? Alors, pour ceux qui ne sont pas VIH positifs, comme je viens de dire ici, il faut éviter les contacts du sang vis-à-vis de certaines personnes qui sont déjà atteintes. Et où, déjà, lorsqu'on ne sait pas si la personne est atteinte ou pas, l'idéal, surtout chez les adultes, les jeunes également, c'est de se protéger surtout. C'est-à-dire les rapports sexuels, c'est un facteur qui facilite, en tout cas en grande majorité des cas, le transfert ou soit la contamination du VIH. Donc c'est protéger en utilisant le préservatif, mais également éviter tout contact du sang. C'est-à-dire que, surtout pour ceux qui se droguent, en tout cas ce n'est pas conseillé, mais l'idéal c'est d'utiliser la seringue de manière personnelle. Mais également pour les objets tranchants, surtout les dames, vous qui faites les ongles et autres, à la transmission sexuelle, c'est-à-dire les IST, déjà une personne VIH positive et immunodéprimée. L'effet de se mettre en contact avec cette personne-là, il va commencer à contracter leur microbe et la maladie va évoluer très vite. Donc le conseil, c'est de ne pas faire l'idiot,
n'est pas aller coucher avec n'importe qui sans se protéger dans un but de pouvoir propager la maladie. Parce qu'en vrai, ce n'est pas propager la maladie, mais c'est précipiter sa mort. Ah, d'accord. Merci beaucoup, docteur.